Comprendre le domaine de la médecine peut s'avérer très difficile de par la complexité du jargon médical ou alors tout simplement parce que les patients délèguent les décisions relatives à leur santé aux médecins. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le Dr Gayam, médecin anesthésiste et responsable du domaine médical à Barcelone. Sur cette chaîne, ce que nous prétendons, c'est vous donner les informations nécessaires afin que vous puissiez prendre les rênes de votre propre santé. Bonjour, je suis le Dr Gayam, anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les patients lorsqu'ils se rendent au bloc opératoire, à savoir l'anesthésie. Pour cela, nous accompagne Laura Subirana, anesthésiste travaillant dans un hôpital public de Barcelone. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la présenter et nous allons commencer l'entretien. Bonjour Dr Subirana et merci d'avoir accepté cette interview. Nous savons que les emplois du temps sont difficiles à concilier. Nous vous remercions beaucoup d'être ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous nous présenter brièvement qui vous êtes et ce que vous faites ? Bien sûr. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Laura Subirana. Je suis anesthésiste. J'ai été formé à Barcelone. J'ai étudié la médecine à Barcelone et je me suis spécialisé. J'ai suivi une formation dans un hôpital public ici, de 2007 à 2011. Puis j'ai travaillé dans des hôpitaux, tant publics que privés, en particulier à Barcelone. Je travaille actuellement dans un hôpital public et je travaille également dans des cliniques privées. Et pourquoi l'anesthésie? Parce qu'il y a beaucoup de spécialités. Il y a la chirurgie générale, la pédiatrie, l'obstétrique. Pourquoi avez-vous choisi l'anesthésie? En fait, il y a beaucoup de spécialités. Et je fais partie d'un groupe qui comprend l'obstétrique, la pédiatrie et aussi la prévention, qui est l'une des parties de l'anesthésie que j'ai le plus aimée et à laquelle j'ai pu me consacrer. Mais je l'ai choisi parce que l'anesthésie représentait une opportunité intéressante, parce qu'il s'agit d'une spécialité très polyvalente, dans laquelle on peut choisir d'aborder d'autres spécialités. Il y a une partie, qui est la plus connue, c'est l'anesthésie en salle d'opération, qui est ce que le patient comprend le plus comme étant l'anesthésie. Mais il y a aussi un autre pilier, qui est la clinique de la douleur, le traitement de la douleur chronique. Et puis, il y a la réanimation, qui serait comme les soins post-chirurgicaux immédiats des patients qui ont besoin d'un peu plus de soins. Il s'agit donc d'une spécialité qui offre de nombreuses possibilités de réaliser une partie clinique, mais aussi une chose que nous, médecins, aimons beaucoup, à savoir la possibilité de pratiquer des techniques médicales. Cette spécialité nous permet également de faire ce que nous appelons se faire la main. Nous pouvons faire des ponctions épidurales, poser des intraveineuses, réaliser des échographies et des blocs. C'est donc une spécialité très complète, et je pense qu'elle se développe de plus en plus. Très bien, d'accord. En ce qui concerne cette spécialité, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les patients. Peut-être parce qu'il s'agit d'un domaine quelque peu méconnu de la plupart du public. Et l'un des mythes que les patients entretiennent est qu'on peut ne pas se réveiller d'une anesthésie. Comment pouvez-vous expliquer cette peur ? Eh bien, je pense que vous l'avez bien formulé, c'est l'incertitude causée par la peur et l'inconnu. Depuis quelque temps, il est plus facile pour les patients de comprendre ce qu'est l'opération elle-même, car le chirurgien explique ce qui va se passer dans la partie de leur corps qui va être opérée, traitée. En revanche, l'anesthésie, c'est un peu comme la peur. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais m'endormir. C'est donc l'incertitude qui provoque cette peur la plupart du temps. C'est aussi notre travail en tant qu'anesthésiste, d'expliquer qu'avec des médicaments, nous pouvons obtenir une anesthésie ou une analgésie et une perte de conscience pour que nous puissions être opérés, mais sans danger, parce que nous utilisons des médicaments et une surveillance, ce à quoi nous avons été formés. Mais il est normal que la peur, je pense, vienne un peu de la méconnaissance de ce qui va se passer. La peur de se demander si tout est bien contrôlé une fois endormi. Et évidemment, oui, ça l'est.
Quand vous dites sans danger, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas mourir à cause de l'anesthésie? Qu'elle ne présente aucun risque? C'est la première peur des patients. Vais-je mourir? C'est une peur normale en raison du manque de connaissances et parce qu'il s'agit d'un processus qui peut être complexe. Toutes les procédures médicales et chirurgicales, et je dis médicales et chirurgicales, pardon, chirurgico-anesthésiques, elles vont toujours de pair dans la plupart des cas. Parce que chaque fois qu'on va faire une procédure qui nécessite une anesthésie, évidemment, il y a une part de risque. Ces risques seront minimisés par le chirurgien et l'anesthésie. Dans ces interventions, il y a des risques que nous évaluons d'abord et que nous expliquons aux patients. Mais nous parvenons à réduire drastiquement ces risques. Une complication peut évidemment exister, tant sur le plan chirurgical que sur le plan anesthésique. Et les patients ont aussi certaines caractéristiques qui font que l'opération ou l'anesthésie présente plus ou moins de risques. C'est pourquoi notre travail est d'optimiser, c'est-à-dire comment améliorer l'état du patient pour que le risque soit le plus faible possible. Mais le risque zéro n'existe pas. En parlant des risques, quels sont les patients ou les facteurs qui font qu'un patient est plus à risque qu'un autre? Le patient lui-même, son état général, sa physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de son corps, sont très importants. Les patients, par exemple, qui souffrent de maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, et même les patients qui ont subi un infarctus du myocarde, tout cela augmente le risque pour ces patients de subir une intervention chirurgicale ou une anesthésie. Par exemple, les patients obèses ou ceux qui ont des problèmes pulmonaires augmentent également les risques. Qu'allons-nous donc faire? Étudier ces risques, les expliquer aux patients et, si nous en avons le temps, lui expliquer certaines lignes directrices à suivre pour réduire ces risques. Nous parlons du temps écoulé entre l'intervention chirurgicale, le temps entre le diagnostic et l'opération. C'est pourquoi pour moi, le risque le plus élevé auquel un patient est exposé est celui d'une intervention chirurgicale urgente. Car en cas d'urgence, le patient n'est pas préparé. Il arrive souvent qu'il ne soit pas à jeun et que sa pathologie soit instable. Si un patient est hypertendu, il arrivera probablement plus hypertendu. Si un patient a des problèmes cardiaques, il aura probablement une insuffisance cardiaque et nous ne serons pas en mesure de l'optimiser. Pour moi, c'est donc le moment où le risque est le plus élevé, quand on ne peut pas optimiser. En ce qui concerne le jeûne, c'est l'un des grands mythes. L'un de mes patients m'a demandé un jour au bureau s'il pouvait manger son assiette de pois chiches le matin avant d'arriver pour reprendre des forces. Pourquoi faut-il jeûner avant d'entrer au bloc opératoire? Le jeûne est très important. Il est évident qu'il faut s'intéresser aux adultes et au type de jeûne qu'ils doivent pratiquer. En pédiatrie, on peut être un peu plus permissif avec certains liquides. Mais chez les adultes, on doit jeûner pendant 6 heures de tout ce qui n'est pas de l'eau, puis pendant 2 heures avec de l'eau. C'est important, parce que c'est la durée pendant laquelle il a été étudié que la vidange gastrique est nécessaire. En d'autres termes, que l'estomac est vide pour que nous puissions effectuer cette procédure. C'est important, parce que si l'estomac n'est pas vide, lorsque nous induisons l'anesthésie ou la sédation, le patient perd conscience, et la conscience diminue. Ainsi, les réflexes que nous avons pour protéger nos voies respiratoires, c'est-à-dire nos poumons, sont également diminués. Si nous avons l'estomac plein de nourriture, de jus ou de lait, et que nous nous endormons, nous pouvons vomir. Si nous n'avons pas ces réflexes, ce vomi peut pénétrer dans les poumons et provoquer une insuffisance respiratoire, qui peut même être fatale, ou une pneumonie grave ou d'autres complications. C'est pourquoi il faut avoir cet estomac bien vide. Vide, c'est parfait. Je pense que cela répond un peu à l'un des grands mythes, comment se débarrasser de l'anesthésie. On la vomit.
ou bien elle est éliminée dans l'urine. C'est aussi l'un des grands mythes de l'anesthésie. Si je n'ai pas mangé, comment puis-je me débarrasser de l'anesthésie? C'est une autre grande question que l'on me pose lors des consultations préopératoires. La plupart des anesthésiques sont métabolisés, c'est-à-dire dégradés principalement par le foie. D'autres par les reins et d'autres organes, mais surtout par le foie. Une fois que ces médicaments sont dégradés ou déconstruits, ils sont excrétés ou éliminés, principalement par l'urine. Mais ils peuvent également être excrétés d'une autre manière, par les selles, parce qu'ils sont excrétés dans la bile, ou même dans le lait maternel, chez les femmes qui allaitent, ou dans la sueur en petite quantité, mais principalement dans l'urine. Ils ne sont pas vomis. Il est vrai que les médicaments que nous utilisons pour l'anesthésie ont parfois pour effet secondaire des vertiges. Il faut surtout tenir compte du type d'intervention chirurgicale, du type de médicament et du type de patient qu'on a en face de soi, et assumer certains risques. Mais nous disposons également d'autres médicaments pour tenter de réduire les vomissements. Mais les vomissements sont dus aux médicaments, à l'effet secondaire du médicament. Ce n'est pas l'élimination de l'anesthésie. D'accord. Et puis, si nous parlons, parce que maintenant que nous discutons, nous parlons surtout de l'anesthésie générale, si nous allons au niveau de, disons, l'anesthésie locale régionale, ou c'est ce qu'on appelle l'anesthésie épidurale, ou l'anesthésie de taille vers le bas, pour que les patients comprennent. Si nous devons comparer les deux, laquelle est la meilleure que l'autre? Y en a-t-il une qui est meilleure que l'autre? Non. Il y a une meilleure anesthésie pour chaque patient et pour chaque procédure. Il est vrai que nous trouvons parfois des patients sans pathologie, des jeunes patients, pour lesquels on peut vraiment dire peu importe le type d'anesthésie. Mais il faut toujours évaluer le contexte, la situation, la procédure à réaliser. Et en tant qu'anesthésiste, on peut toujours recommander ou trouver plus d'avantages ou un type d'anesthésie plus approprié pour le moment, même s'il n'y a pas de contre-indication pour l'un ou l'autre type d'anesthésie. Il y a des patients qui, en raison de leur pathologie, ou parce qu'ils sont très malades, ou à des moments très extrêmes, il est vrai qu'il y a une petite procédure qui peut être faite avec une anesthésie locale et une sédation. Vous pouvez la leur proposer. Mais c'est toujours l'anesthésiste qui aidera le patient à comprendre pourquoi un type d'anesthésie est meilleur qu'un autre. Mais cela dépend beaucoup de l'intervention du patient et du moment où il se trouve. Pour continuer avec l'anesthésie péridurale ou l'anesthésie intradurale, les patients ont très peur de devenir paralysés ou paraplégiques. Cette crainte est-elle vraiment justifiée? À ce jour, non. Mais c'est compréhensible, parce qu'il y a probablement des cas où des complications ont été décrites avec ce type d'anesthésie. Mais aujourd'hui, par exemple, la péridurale est utilisée en obstétrique, ou dans la plupart des chirurgies où nous réalisons des anesthésies intradurales, où l'on recherche une anesthésie à partir de la taille. Elle est injectée à un niveau où il n'y a pas de moelle épinière. Le risque d'une complication similaire est donc très faible. Dans certaines interventions chirurgicales, nous ponctionnons des vertèbres situées plus haut, ce qui peut entraîner un risque de ponction de la moelle épinière. Mais lorsque nous utilisons la technique épidurale, nous restons très éloignés de la moelle épinière. Évidemment, quand cette technique est pratiquée à des niveaux plus élevés, c'est fait par des anesthésistes très expérimentés, qui ont pratiqué cette technique des milliers de fois, ou qui sont même guidés par des appareils de radiologie. Il existe donc aujourd'hui de nombreux moyens de vérifier que vous réagissez correctement à cette technique. Mais il est évident que là aussi, le risque n'est jamais nul. En d'autres termes, il existe un certain risque, qu'il s'agisse d'anesthésie locale, d'anesthésie régionale ou d'anesthésie générale. Quelle est la probabilité de complications ou de mortalité lorsque nous parlons d'anesthésie en général, qu'il s'agisse d'anesthésie locale ou loco-régionale? Bien sûr, il est très difficile de parler de probabilité et de chiffres. Mais de nos jours, avec tous les contrôles dont nous disposons, avec les études que nous connaissons, les doses exactes de médicaments et tout le reste, la probabilité est très faible. Et surtout, ce dont nous parlions un peu plus tôt,
Si vous avez la possibilité de consulter le patient au préalable, de l'étudier et d'optimiser, si vous optimisez un patient, le succès de la procédure d'anesthésie chirurgicale est toujours beaucoup plus garanti. Par optimisation, vous voulez donc dire le temps qui s'écoule entre la visite préopératoire et l'intervention chirurgicale, pendant lequel vous essayez de faire quelques réformes, qu'il s'agisse des habitudes tabagiques, de la perte de poids ou autre, afin que le patient arrive à l'intervention dans un état optimal, si j'ai bien compris. Oui, c'est cela. D'accord, parfait, très bien. C'est ce que nous appelons aussi la préhabilitation multimodale. Si nous avons le temps, et les ressources bien sûr, c'est parfait. Bon, et il y a autre chose que je voulais commenter. Le bloc opératoire est un cercle très restreint. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes qui pourraient être racontées ici en public. En public, oui. Dans le bloc opératoire, évidemment, nous les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, nous constatons parfois que certaines choses attirent notre attention, ce qui n'est peut-être pas le cas de la population générale. Mais je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans la salle d'opération avec un jeune homme qui avait subi une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire un blocage du pied, et j'ai endormi son pied. Mais il voulait être plus détendu, il était nerveux. Il m'a donc dit que je pouvais le sédater, et nous avons évidemment procédé à une sédation pour son confort. Il était déjà très à l'aise et il parlait. Il a imaginé à ce moment-là qu'il se trouvait dans un endroit très confortable, en train de fumer une cigarette. Et le fait qu'il avait l'intraveineuse dans sa main, il pouvait voir un fil et il pensait que c'était sa cigarette. Et il a passé l'opération à faire le geste de fumer et de souffler la fumée. Ce qui a vraiment amusé le reste d'entre nous dans la salle d'opération. Mais bon, ce sont des choses drôles qui arrivent. D'accord, c'est bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère que nous avons levé quelques doutes et répondu à certaines questions que certains patients qui vont aller au bloc opératoire se posaient. Dites-nous dans les commentaires si cela vous a aidé, quel type de doute vous avez, si nous pouvons vous aider et surtout, si vous avez apprécié cette interview, nous vous remercions. Je vous remercie. Tous mes vœux de réussite.